Bonjour, bienvenue dans Point de vue. C'est parti pour 50 minutes de débat. Alors vous participez, Point de vue, sur Twitter, sur lefigaro.fr. Voici le sommaire de l'émission. D'abord, la démission du numéro 1 de Force ouvrière et une question sous-jacente. Cette crise à FO révèle-t-elle un syndicalisme à bout de souffle ? À bout de souffle, il ne l'était pas, mais à bout de nerfs, oui, il l'était hier. Jean-Luc Mélenchon, éructant lors d'une perquisition au siège de la France Insoumise. Aujourd'hui, il est interrogé sur le fond par les enquêteurs. Son audition est terminée depuis 1 heure. Nous vous posons la question, le leader de la France Insoumise s'est-il disqualifié par ses outrances ? Des outrances, il y en a dans les universités américaines, où le politiquement correct gagne partout du terrain. On verra ensemble si les trigger warnings et les safe spaces qui envahissent Harvard ou Yale peuvent bientôt franchir l'Atlantique. Enfin, vous débourserez peut-être bientôt 2,50 € pour traverser la place de la Concorde, remonter la Canebière ou longer la place Bellecour. Il sera en effet bientôt possible pour les maires d'instaurer des péages urbains. On verra si c'est une bonne idée. Bonjour René Fregosi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, universitaire, votre cursus personnel mentionne votre adhésion au MLF dès l'âge de 16 ans et votre compagnonnage avec le Parti socialiste, tendance Blum est-il précisé. Et vous êtes l'auteur des Nouveaux autoritaires, c'est paru en 2016 aux éditions du Moment. Bonjour Alexandre Malafaille, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez travaillé dans plusieurs sociétés et grands groupes avant de fonder le think tank Sinopia. Et vous êtes l'auteur, ça remonte à août 2014, Reprenons le pouvoir, un manifeste pour notre droit à être bien gouverné. Absolument, vaste programme. Vaste programme. Bonjour Cécile Crouzel, journaliste au service macroéconomie du Figaro. Vous êtes aussi l'auteur aujourd'hui d'un excellent papier très documenté sur la crise à Force ouvrière depuis 6 mois, on va en parler. Et bonjour Eugénie Bastier, bonjour. Journaliste au service débat et opinion du Figaro, membre de la revue Limite, revue bioconservatrice, décroissante et d'inspiration chrétienne, est-il résumé. Et vous êtes l'auteur du Le Port émissaire, terreur ou contre-révolution, le port PORC. C'est paru au CERF, c'est tout récent, c'était en septembre. Voilà. Alors, on parle tout de suite de notre premier sujet. Les syndicats, la démission forcée de Pascal Pavageau, ex-patron de Force ouvrière, révèle un climat délétère au sein de l'organisation syndicale, mais elle signe aussi une lente décomposition de ce paysage syndical, syndicat qui, au fil des années, perdent des adhérents et du poids sans doute dans les négociations. Un lent déclin qui était ce matin à demi avoué par un autre leader, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. On l'écoute. Ce qui se passe ne fait pas de bien au syndicalisme, notamment quand on voit un certain nombre d'éditorialistes, de commentateurs qui expliquent que tout ça est la révélation du mal profond du syndicalisme français, sans distinction. Alors, ce mal profond, vous le décrivez très bien, Cécile Crouzel, évidemment appliqué à Force ouvrière dans votre papier ce matin. Vous expliquez les affrontements entre les lignes réformistes et radicales, l'autoritarisme des leaders, et notamment de Pascal Pavageau, le fonctionnement quasi sectaire. Force ouvrière va dans le mur et emporte avec elle les autres syndicats. Première question, va dans le mur. Chaque syndicat, je pense, a une situation un peu différente. Force ouvrière, oui, est en très, très grande difficulté parce qu'il se retrouve sans leader. C'est quand même fort gênant, à quelques semaines d'une élection très importante pour eux, qui est celle dans la fonction publique, où les fonctionnaires vont choisir leurs représentants. Et donc ça va déterminer le poids des syndicats, sachant que pour FO, la fonction publique est vraiment capitale. Ils sont le numéro 1 au sein de la fonction publique d'État. Donc ça tombe extrêmement mal pour eux, et en plus, ils sont effectivement très divisés. Sachant, entre on va en parler de réformistes le CFDT, elle est devenue numéro 1 dans le privé. Et elle vise la place de numéro 1 à l'issue de cette élection avec nous. Après, la situation est un peu différente à la CFDT, qui a un corpus idéologique beaucoup plus fort, beaucoup plus marqué, beaucoup plus aligné. Et tous ceux qui étaient un peu trop contestataires ou qui étaient un peu plus tendance un peu trotskistes ont été éliminés il y a fort longtemps. Donc il y a quand même et la CGT elle-même est dans une autre position encore. Elle, c'est une espèce de lent effritement aussi, un espèce de repli sur une ligne très dure, très contestataire. Et c'est un espèce d'affaissement en interne, une espèce de long
d'évitement dans ces bastions d'EDF, de la SNCF, etc., où elle perd grève après grève, elle perd les combats les uns après les autres, et où elle s'effrite lentement mais sûrement. Donc chacun a des positions un peu différentes. Mais globalement, le mouvement n'est quand même pas véritablement en abstention. Et... Ah non, René Frégosi, c'est sûr. Finalement, ils ont encore une forme de légitimité, ces syndicats? Oui, mais vous savez, bon, c'est une question ancienne, hein, la question des syndicats, mais vous les avez très bien décrits. Les syndicats français sont extrêmement politisés. La scission entre la CGT et FO, c'est lorsque les communistes sont devenus majoritaires, grâce à l'appui d'ailleurs des gaullistes à la Libération. Hein. Et donc, les anticommunistes, socialistes et anciens anarchos ont fait scission de la majorité qui était devenue communiste, stalinienne à l'époque. Le syndicalisme français, malgré ses déclarations, est extrêmement politisé. Donc, on assiste à la crise aussi des partis politiques à travers les syndicats. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, justement, mais aussi la crise du salariat. Donc, c'est beaucoup de choses ensemble. Hein. Alexandre Malafaille, finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison, dans la première partie de sa présidence, de légiférer par ordonnance et au bout du compte de passer outre en bonne partie les syndicats? Il y avait une priorité pour lui, c'était de faire passer un certain nombre de dispositions rapidement. Ça correspondait à sa stratégie, c'était sa logique. Est-ce que c'était une bonne logique? J'en sais rien. La logique qui consiste à dire on va gouverner tout seul un vieux grand pays comme la France, c'est pas forcément astucieux. La logique de l'État ou du chef de l'État, c'est pas d'être l'homme qui dirige tout, qui décide de tout. C'est plutôt d'être un facilitateur, d'être quelqu'un qui va aider à faire prendre des décisions, qui va jouer le collectif. Il l'a pas joué comme ça. C'est pas un cadeau à faire aux syndicats. Alors nos syndicats sont très malades parce que la crise qu'ils traversent, c'est la même crise que les partis politiques. C'est une vraie crise de représentativité et donc du fait de légitimité. Et on voit bien qu'ils ne représentent plus qu'un petit corps du monde du travail et que ce monde du travail qui est complètement en voie de transformation n'a pas de représentants aujourd'hui. Or, on revient presque au 19e siècle. Uber, c'est un retour à la case 19e, avec finalement des travailleurs indépendants qui sont exploités par des grosses structures et qui, pour l'instant, ne sont pas fédérés. Alors, est-ce qu'ils seront fédérés demain ou après-demain et par quoi et comment? Il faut le souhaiter. Parce qu'il faut bien quand même qu'à un moment donné, il y ait des négociations, il y ait des représentants. Mais ces syndicats-là, tels qu'on les a connus depuis... Voilà, tels qu'on les a connus, ne représentent plus finalement qu'une base qui est pour partie base publique, et puis un peu du monde privé, mais plutôt grande entreprise, et qui ne parle pas vraiment au nom des salariés, et qui parle encore moins aux ceux qui sont en dehors du monde du travail, qui sont au chômage. Donc ces syndicats-là, ils ont vocation à se transformer ou à disparaître, et ils seront remplacés. Il faut le souhaiter en tout cas. Pour rebondir sur ce qu'a dit Alexandre Malafaille, Eugénie, finalement, c'est un contrepoids utile, les syndicats, c'est vrai ce que vous disiez, on peut finalement, ça peut être problématique aussi d'être complètement avec deux mondes qui ne se parlent pas et qui sont encore intermédiaires, qui fassent le lien. Moi, je pense que les corps intermédiaires sont indispensables dans une démocratie et qu'évidemment les syndicats en font partie. Et aujourd'hui, dans une société quand même qui est de plus en plus atomisée, où justement il n'y a rien entre l'État et l'individu. Il n'y a plus rien, il y a l'État d'un côté tout puissant et les individus atomisés de l'autre. Et je pense qu'on manque justement de structures intermédiaires, que ce soit associatives, les corporations, les syndicats. Et on a une faiblesse structurelle en France aussi qui est due à cette espèce d'étatisme très très fort qui fait que nos syndicats, on a un peu un problème avec les corps intermédiaires. Et donc je crois oui qu'il est nécessaire. Le problème c'est en effet que les syndicats en France sont extrêmement politisés et qui sont une force aujourd'hui... qui est une force de citadelle assiégée, c'est-à-dire qu'ils ne proposent rien, ils sont juste dans le non, à refuser les réformes et à ne pas proposer d'alternatives. Et on a l'impression vraiment qu'ils sont finalement un peu les prébendiers d'acquis obsolètes qui sont comme ça à conserver qui conservent leurs acquis, mais qui n'ont plus une force de transformation sociale telle qu'ils avaient pu l'être auparavant. Cécile, sur ce point, quel peut être le nouveau visage alors, comment les appeler, je ne sais pas, syndicats, corps intermédiaires, associations de la France des années 2050 ou 2020 en tout cas. Pas évident à dire. Après, il y a des syndicats qui essayent quand même de réfléchir à l'après, à ce nouveau monde du travail, etc. C'est particulièrement... C'est davantage vrai, c'est ceux qui sont étiquetés réformistes, CFDT, ULSA, CFTC, etc. Ils essayent, il y a quand même du travail qui est fait, de fédérer, même les travailleurs Uber voilà, de tout ça, mais c'est pas évident. Pour eux, en tout cas, c'est vital de se transformer. Et puis, je pense effectivement, pour la société, on a absolument besoin de corps intermédiaires, parce que s'il n'y a pas de régulateurs sociaux,
Qu'est-ce qui va se passer quand il y a une grève sociale? Ça explose dans tous les sens. Donc ça, c'est la terreur. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise au MEDEF qui ne veulent pas la disparition de syndicats. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une entreprise assez importante d'avoir personne en face. Qui on aura comme interlocuteur structuré malgré tout. On n'aime pas relativement formé. Juridiquement, formé à la négociation, formé aux enjeux, etc. Et puis on va se retrouver avec qui? Avec n'importe quel groupuscule communautariste, n'importe quel groupuscule politique en face. Enfin, pour une PME, c'est un peu différent, mais pour une entreprise de taille correcte, c'est un vrai angoisse, ça. Est-ce qu'il y a aussi un problème peut-être ponctuel, mais de personnes, de leadership dans ces syndicats? On a vu les problèmes de Thierry Lepant à la CGT, aujourd'hui de Pascal Pavageau, alors sans présumer de ses affaires, mais elles ne sont pas judiciairement bouclées. Mais ça pose quand même quelques questions sur est-ce qu'on est capable de produire des leaders Là encore, c'est le même problème que l'on a eu dans la vie politique française. C'est-à-dire que les systèmes ont parfois du mal à se renouveler pour des bonnes et des mauvaises raisons. Parmi les mauvaises raisons, alors je connais moins le cas des syndicats, mais on l'a beaucoup vu dans la sphère politique, où ceux qui sont dedans, ceux qui tiennent les postes, s'organisent pour les conserver et en faisant le vide autour d'eux. Donc si vous voulez, vous n'avez pas du tout le principe d'une méritocratie qui permet de faire émerger des talents. Ça marche au niveau des circonscriptions. Vous avez un député baron dans sa circo, et puis globalement, il tue tous les mecs pas mal autour de lui, et il garde que les moins bons, de manière à être certain d'être jamais renversé. Et c'est comme ça que vous avez des systèmes qui parfois s'effondrent, basculent, mais pendant 20 ou 30 ans, ils sont conservés par les mêmes, quoi. Et ce genre de principe monte quand même relativement très haut dans la sphère politique. Je pense que le syndicalisme n'échappe pas à ça. Après, il y a des questions de chapelle, on le voit également au MEDEF, de pouvoir, de contre-pouvoir, de faiseur de roi. Et au bout du compte, c'est pas toujours celui qui est le meilleur, c'est souvent, enfin, j'allais dire un peu de manière triviale, c'est un peu Koh-Lanta, quoi. Celui qui gagne n'est pas forcément le plus compétent, le plus sympa, le plus beau, le plus efficace, c'est celui qui arrive à faire le plus de combines et qui va finalement éliminer ses adversaires au bon moment. Mais ce n'est pas le meilleur qui gagne, ce n'est pas le meilleur au sens de l'intérêt général. Et sur les syndicats, moi je suis très frappé en fait, de l'arrivée de M. Pavageau. En fait, c'était comme une réponse à l'arrivée de Macron, quoi. C'est-à-dire Emmanuel Macron plutôt président de droite, et on lui met quelqu'un qui ramène les faux très à gauche. On est vraiment très loin pour ceux qui s'en souviennent, autour de cette table, on n'est peut-être pas très nombreux, mais voilà, des gens comme André Bergeron par exemple, voilà, on était vraiment dans la négociation contractuelle, on mettait autour de la table des gens qui avaient du poids, mais qui avaient aussi envie d'aller de l'avant, quoi. Aujourd'hui, on est dans des discours politiques, il suffit d'écouter ce que disait M. Pavageau, c'est extrêmement brutal, on est dans la caricature, on est beaucoup plus dans la vie politique finalement que dans la vie syndicale et du combat militant au sens progrès social du terme. Ça pose un problème au pouvoir aussi. On disait, entreprise, ça qui aime bien avoir des interlocuteurs, le gouvernement, là, il fait comment? Ah ben ça pose un problème, oui et non. Enfin, à court terme, c'est sûr que Pascal Pavageau, c'était pas la tasse de thé du gouvernement, hein, ils étaient en opposition frontale. Après, on ne sait pas du tout ce qui va émerger. Donc bon, c'est quand même très... Il faut que les trotskistes et les réformistes s'entendent. Hein, donc je sais pas trop... Ce qu'ils ont fait pour dégager Pavageau. Voilà, c'est ça, c'est facile de s'entendre pour dégager, mais alors pour trouver quelqu'un d'autre, ça va être un peu compliqué. Le risque, c'est qu'il y ait quelqu'un un peu fantoche, un espèce de milieu moyennant, qui n'ait pas beaucoup de pouvoir, qui soit aux mains des courants, et qu'on se rassemble sur un peu une ligne assez contestataire, parce que c'est le seul le dénominateur commun, le minimum, quoi. C'est plus facile d'être contre que d'être pour, voilà, que de discuter. Donc, en tout cas, on voit du coup d'en ressortir un FO qui deviendra une force de proposition dans ces conditions, ça devient difficile. Hein. Alors, à la question qu'on vous pose sur Twitter en pleine crise, pensez à Force ouvrière, pensez-vous que le syndicalisme soit à bout de souffle? Eh bien, vous êtes, sans beaucoup de surprise, 83% de nos internautes à répondre que oui, le syndicalisme est à bout de souffle. Et par ailleurs, nous n'avons pas encore de questions sur ce sujet, mais je ne peux que vous conseiller, si ce n'est encore fait, la lecture de ce papier, cette enquête de Cécile, qui fait le point très bien et de façon très pédagogique sur Force ouvrière et la crise qui sévit depuis plusieurs mois. Je vous propose maintenant de parler de Jean-Luc Mélenchon. Difficile d'y échapper cette semaine. Le leader de la France Insoumise était convoqué donc ce matin pour être entendu dans les deux enquêtes ouvertes, celle sur ses comptes de campagne et celle sur ses assistants parlementaires. Alors, même s'il était plus calme qu'hier pendant la perquisition, Jean-Luc Mélenchon reste sur sa ligne de victimisation. Voici ce qu'il a dit, c'était ce matin, avant d'entrer dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre, locaux dont il est d'ailleurs sorti il y a à peu près une heure. On l'écoute. Donc on est dans une opération de police politique qui est nulle et qui va évidemment échouer parce qu'elle est pourrie de vices de procédure de toutes sortes et parce qu'elle n'a aucun sens. Et je me présente tout à fait tranquille car le ridicule va être du côté de ceux qui ont déployé tous ces moyens pour rien.
Alors, René Frégosi, il est, tout simplement, la question qu'on pose, il est grillé ou pas, Jean-Luc Mélenchon, avec cette séquence ? Vous savez, s'il y avait des élections demain, oui, probablement ça lui serait préjudiciable, mais ça sera oublié quand même dans quelques temps, parce qu'en plus, il est coutumier du fait, donc on sait qu'il s'énerve beaucoup, il fait beaucoup de cinéma. Non, mais ce qui est plus grave, c'est effectivement cette remise en cause de la justice. Mais d'un autre côté, pour ne pas dire en même temps, c'est vrai que certains juges se prennent parfois pour des justiciers. Donc ça pose aussi un problème. Parce que, bon, lorsque la journaliste posait la question à Mélenchon, mais enfin, il y a d'autres cas dans d'autres partis. Et c'est vrai, moi, j'aurais jamais voté Fillon, mais j'ai trouvé ça scandaleux. La façon dont ça s'est passé pendant la campagne électorale. Et même donc les arguments de la main politique derrière c'est-à-dire cette... politique, le problème c'est que ce n'est pas un parti politique qui est derrière, c'est vrai qu'il y a quelque chose, mais ce ne sont pas tous les juges, mais il y a quelques juges qui effectivement se prennent pour des justiciers, c'est-à-dire à mon avis outrepassent le rôle du juge. Et donc ils font de la politique, mais pas au nom d'un parti politique. Hein. C'est pas tel ou tel parti qui attaque tel autre, mais c'est justement, étant donné cette déliquescence du monde politique, cet affaiblissement des partis en général, vous avez certains juges qui se prennent pour des justiciers. Moi, cette notion de justicialisme, elle est très répandue. Vous l'appliquez à l'affaire qui nous occupe depuis le début de la semaine, Alexandre Malafaille, cette analyse de René Frégosi ? Écoutez, je crois que quand on regarde les 20 dernières années, les partis politiques, les syndicats étudiants, enfin pratiquement tout le monde a subi la justice, à droite, à gauche. Voilà, quand à un moment donné, c'est pas forcément un mal, d'ailleurs, en soi. Donc, il y a pas de. Alors, il peut y avoir un peu d'acharnement de temps en temps. C'est vrai qu'on peut le considérer. Je dis bien, on peut le considérer. Après, c'est à la justice de nous dire à la fin, quand elle rend justice, s'il y a acharnement ou pas. On verra ce qu'il en est pour Mme Le Pen, on verra ce qu'il en est pour M. Fillon, on verra ce qu'il en est maintenant pour M. Mélenchon. Mais je veux dire, globalement, il n'y a pas un ciblage particulier. Et le fait qu'il y ait une police politique, comme c'était dit, je ne crois pas que ce soit le cas. Ça, j'y crois pas un instant. Alors après, sur M. Mélenchon, pour répondre à votre question. On en revient, oui, effectivement, à la question initiale qui était ce qui s'est grillé. Très sincèrement, moi, je ne sais pas s'il est grillé. Je pense que vis-à-vis de sa base électorale, il restera toujours convaincant parce que derrière, ils sont passés de l'autre côté de la ligne. Ils ne sont pas encore récupérés, si je puis dire, sur un système politique tel que. Voilà, enfin, il n'est pas dans le camp des partis de gouvernement aujourd'hui. Mais raison de plus, que quand on voit M. Mélenchon, l'usage qu'il fait de son impunité, on peut très bien imaginer l'usage qu'il fera du pouvoir si demain on lui donne les clés. C'est terrifiant. C'est dangereux. C'est d'autant plus dangereux qu'en plus, on a vu la servilité du bonhomme face à Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est très fort par rapport aux faibles. Et dès qu'il est face au fort... Vous faites allusion à la séquence à Marseille. Évidemment, et dès qu'il est face... Alors, par rapport au web, c'est-à-dire que hier, par rapport avec les caméras, vis-à-vis d'un policier, vis-à-vis d'un vice-procureur, là, il va jouer les gros bras parce qu'il sait qu'il est en position de force. Mais par contre, vis-à-vis de Emmanuel Macron, où il aurait pu lui dire, oui, Monsieur le Président, vous avez des postures qui sont de nature xénophobe et j'apprécie pas ce que vous faites parce que c'est pas bien, là, il s'écrase comme une carpette. Donc, si vous voulez, le type est non seulement un lâche, et en plus, il fait un usage abusif de son pouvoir. Donc, moi, je dis, j'espère que ce pays ne lui confiera jamais les clés du pouvoir. Ça va lui coller à la peau, Cécile. Je pense que ça renforce l'image qu'il a d'être quelqu'un d'éruptif et pas très, qui se maîtrise pas totalement. Donc ça crée, je pense, il est aimé par sa base. Il y a une sorte de plafond de verre, pas un plafond de verre ou une enceinte de sécurité un petit peu. Enfin, il y a un plafond qu'il n'arrive pas à crever à cause de ce genre de comportement et ça alimente à nouveau cette impression que c'est quelqu'un qui ne se maîtrise pas tellement et qui a aussi il y a quand même un souci vis-à-vis de la démocratie. Enfin, personne n'est au-dessus des lois. Il y a des protections pour les parlementaires, mais elles sont quand même circonstanciées. C'est sur la garde à vue, sur les actes qui relèvent de leur mandat. Donc, pas du tout, on n'est pas parce qu'on est parlementaire, on n'est pas du tout au-dessus des lois, fort heureusement. Enfin, je veux dire, sinon, on ne serait pas du tout en démocratie. Et la façon, imaginez un seul instant qu'un citoyen lambda se comporte comme ça avec des policiers ou des procureurs. Non mais police, c'est notre prison. Oui, franchement, vous et moi arrivons insultant un policier, le bousculant et tout, c'est inadmissible. Je ne sais pas, c'est pas possible. Un souci pour la démocratie. Alors, effectivement, on disait, il s'est peut-être un peu calmé, Jean-Luc Mélenchon. En sortant, il a continué quand même sur la même veine. C'est un traquenard, a-t-il dit, c'est une opération de police politique. 5 heures pour enfoncer des portes ouvertes. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé dans les propos qu'on a passés tout à l'heure. Il dit, c'est une opération de police qui est nulle
et qui va échouer parce qu'elle est pourrie de vices de procédure. C'est étonnant parce que quand on analyse, sur le fond, il n'y va pas. Il dit que c'est des vices de procédure qui font alors, sur que le fond, il faut savoir qu'il est attaqué pour 2 choses, Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, c'est toujours la même chose dans tous les partis politiques, c'est surfacturation et emploi fictif. C'est toujours les mêmes affaires. Surfacturation, c'était Big Magnon, emploi fictif, c'était Fillon. Surfacturation des comptes de campagne, notamment à la société Mediascope, tenue par Sophia Chikirou, l'une de ses proches, et emploi fictif avec les assistants du Parlement européen qu'il aurait utilisé pour son parti à Paris et non pas avec l'argent de Bruxelles. Donc c'est toujours les mêmes turpitudes. Dans tous les partis, ça se retrouve en effet du Front National à Mélenchon, en passant par le Modem, par En Marche avec l'affaire Ferrand. Bon, là, c'était conflit d'intérêts. Mais il n'y a aucun parti qui échappe, ça c'est certain. Après, je pense qu'il y a un soupçon qui pèse sur la justice en France, sur l'indépendance de la justice. Et ce soupçon, il est en partie justifié quand on apprend, par exemple, il y a 3 semaines, c'est le Monde qui a titré là-dessus sur le fait que Macron aurait lui-même insisté pour nommer le successeur de François Molin à Paris en tant que procureur. Et le Monde a titré lui-même « L'Élysée prend la main sur la justice et sur le parquet ». Bon, on sait qu'il y a un problème d'indépendance du parquet en France. Et je crois que voilà, ce soupçon-là, il ne sera pas levé tant qu'on n'aura pas une justice totalement indépendante en France et tant que le pouvoir politique ne cessera pas d'alimenter, en tout cas, ces soupçons. Peut-être qu'il y a, dans le cas de Mélenchon, effectivement, c'est la justice qui suit son cours, mais ce soupçon et cet arrière-fond, finalement, de non-indépendance de la justice laisse le champ libre à plein de théories. Alors, on ne va peut-être pas ouvrir le débat sur l'indépendance du parquet, qui est compliqué. Juste, c'est vrai que Emmanuel Macron a rayé les noms qui ont été proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est de ses prérogatives. Il n'outrepasse pas sa fonction en nommant le procureur de Paris. Oui, mais juste pour dire, il y a quand même beaucoup de liens incestueux dans la République française, qui ne sont pas que les liens entre le pouvoir et la justice, mais entre globalement le pouvoir et tout ce qui tourne autour. Il y a toujours, entre les grands corps, les conjoints. Voilà. Non, mais c'est vrai que tout ça crée. C'est surtout ça qui est en question. Voilà, c'est surtout ça, parce que je pense que globalement, les institutions font leur job. Mais à l'intérieur, il y a des gens qui sont trop proches les uns des autres, avec des règles de déontologie qui sont pas claires. Et donc, on tolère des choses qu'on tolère dans aucun autre pays, de grands pays européens ou même aux États-Unis. Alors là, ce qu'on fait en France, ils nous regardent comme des fous. Après, c'est un autre système. Sur la justice, c'est aussi un autre système institutionnel. C'est un choix qui a été fait en France, que le parquet ne soit pas indépendant. C'est les institutions. Je crois que vous voulez tous parler de l'indépendance de la justice, et moins de Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'y reviens quand même avec quelques commentaires de nos internautes. Elad qui nous dit Mélenchon a outrepassé ses droits. Si la République ne peut plus s'appuyer sur une justice indépendante, alors elle cesse d'exister. Monsieur Babineau, Mélenchon a perdu ses nerfs, mais il a toujours été outrancier. Sa base ne sera pas affaiblie. Et il poursuit, Mélenchon surfe sur la vague de la persécution judiciaire avec Le Pen et Fillon. Persécution judiciaire, je lui laisse donc la responsabilité de son commentaire. Et Nicole qui ajoute aussi, sans donner raison à Mélenchon, on voudrait voir la même diligence quand ce sont La République En Marche ou le Modem qui sont concernés. Ça revient effectivement fréquemment dans vos commentaires. Une question aussi peut-être effectivement politique, Alexandre Malafaille. On a peu entendu François Ruffin prendre la défense de Jean-Luc Mélenchon, un petit peu, mezzo voce. Vous voyez quelque chose se profiler, non, au sein de la France insoumise ? De toute façon, c'est M. Mélenchon lui-même qui le dit, il n'y a pas de ligne du parti, il y a globalement des individualités qui s'expriment, il y a quelques lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, pour le reste, les gens fonctionnent comme ils veulent fonctionner. Après, au quotidien, je pense que c'est compliqué de travailler avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense que pour une personnalité comme François Ruffin, sans doute est-ce pas simple de se situer, il a son propre agenda, on l'a vu d'ailleurs, il est capable d'être extrêmement capable d'être très sur la problématique de la loi sur le handicap, là, il y a eu un amendement qui a été rejeté par les parlementaires de République En Marche, là il a fait un buzz incroyable, je pense qu'il a sa propre vie, je pense qu'il n'est pas dans le même schéma et peut-être même la finalité d'engagement que Jean-Luc Mélenchon. Après, il faut gérer le temps long. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un agenda aussi à deux temps. Le temps long, c'est quoi ? C'est que Jean-Luc Mélenchon ne fera pas un prochain tour à la présidentielle. Donc à un moment donné, peut-être qu'il faut prendre ses distances pour préparer une prochaine séquence. C'est une hypothèse. En politique, tout est possible. Alors, la question qu'on vous posait toujours sur lefigaro.fr, face à cette perquisition et aux réactions de Jean-Luc Mélenchon, êtes-vous choqué par sa réaction et ses propos ? Vous êtes 74% à répondre oui. Eh bien, écoutez, on va passer donc à notre thème suivant. Le thème suivant, il est question des campus américains. Alors, Le Figaro a publié, c'est un sujet pour vous, Eugénie, Le Figaro a publié cette semaine une interview d'un avocat sur le politiquement correct dans les facs américaines. Son nom, c'est Greg Lukianoff. Alors, c'est vous qui avez réalisé cette interview, Eugénie. J'essaye de la résumer rapidement. Il est question de l'apparition d'une nouvelle culture sur les campus américains.
culture dont le but est de purger les cours, les débats de toute idée, mot ou sujet susceptible d'offenser les étudiants. Étudiants, étudiantes, devrais-je peut-être dire, ce qui revient à censurer tout ce qui peut heurter. Alors, par exemple, on ne peut plus dire à quelqu'un, on ne devrait plus dire à quelqu'un qu'il parle, par exemple, très bien anglais, parce que cela sous-entend qu'il n'est pas natif américain, qu'il n'est pas un vrai américain. C'est à peu près ça pour essayer de donner un exemple concret de ce que ça peut donner. Je ne vous donne pas tout de suite la parole, Eugénie, parce que je sens que vous êtes intarissable sur le sujet. René Frégosi. Frégosi, ça vous choque, vous qui êtes féministe, cette tendance du politiquement correct Ah oui, absolument, parce que ce n'est pas du tout ma conception du féminisme. Ce n'est pas un féminisme puritain que je défends depuis que je suis toute jeune. C'est un féminisme de la libération sexuelle, de la liberté des mœurs et de la libre pensée et de la libre disposition de son corps, ce qui n'est pas du tout le cas, à mon sens, des néo-féministes, comme je dis. Mais vous savez, c'est pas seul. Est-ce que c'est que le fait des néo-féministes là Non, pas du tout. Mais ce politiquement correct, il n'est pas seulement aux États-Unis, hélas. Il est aussi dans les universités françaises. Hein. Je pourrais vous raconter quelques. Ah ben, par exemple, des exemples qui me touchent directement. Par exemple, vous n'avez pas le droit de dire que Perón, le leader populiste argentin des années 50, parce que vous êtes une spécialiste a été la porte d'entrée des nazis après la Deuxième Guerre mondiale. Moi, mon article, eh bien, je n'ai pas pu le passer dans la revue de mon université. Il va paraître prochainement au Temps moderne, mais parce que Lanzmann, juste avant de mourir, l'a lu, il lui a plu. Et donc, il sera publié, mais parce que je n'ai pas le droit d'attaquer le péronisme, parce que je fais des liens aussi avec le péronisme d'aujourd'hui, par exemple. Mais c'est un débat universitaire. Mais sinon... Mais c'est du politiquement correct pour vous, ça? C'est-à-dire que, en tous les cas, il y a des thèmes qui sont interdits. Tabous. Qui sont tabous. Mais ça, on le sait bien. Il y a le thème de l'immigration, c'est tabou. Mais là, on parle plus, me semble-t-il, il y a des tas de thèmes, du comportement sur les... Oui, mais ça, à mon avis, c'est lié. On n'est même pas dans le contenu des études, on est dans le vivre ensemble, pour employer Oui, mais c'est aussi les mots qu'on emploie. Vous voyez, moi, quand je parle de la traite négrière, il faut que j'explique que c'est un concept, que je ne traite pas les Noirs de nègres. La traite négrière est un concept, et je dois leur expliquer. Je vous donne la parole quand même. Expliquez-nous un peu plus ce qu'il en ressort et en quoi ça peut inquiéter. Non, alors en fait, le livre de M. Loukhanov, donc, qui lui est un avocat, donc qui n'est pas un universitaire et qui est un avocat spécialiste de la défense du premier amendement sur la liberté d'expression, notamment sur les campus. Donc il défend les professeurs qui sont attaqués ou les étudiants qui sont attaqués au nom de cette défense qui est très importante aux États-Unis, la liberté d'expression. Et il explique qu'une nouvelle censure émerge qui ne provient pas de l'État ou de l'administration, mais des étudiants eux-mêmes et finalement qui émerge de par le bas des campus. Et il appelle ça The Coddling of the American Mind. Il reprend le titre d'un ouvrage qui s'appelait The Closing. Et ça veut dire le chouchoutage de l'esprit américain et comment en fait on essaie d'évacuer toute vexation possible, toute manière d'être offensé, où les mots sont... Et en fait, ce qui est très... Safe spaces, par exemple, oui, alors, on peut appeler ça un endroit où un étudiant sera, entre guillemets, en sécurité, certain d'être en sécurité. Oui, mais voilà, c'est plus la sécurité physique, c'est la sécurité même mentale et morale et intellectuelle. On n'agressera pas par des propos. Donc, par exemple, les professeurs doivent suivre des formations pour avoir le droit de coller sur leur bureau une étiquette Safe Space. Il y a également ce qu'on appelle les trigger warnings, donc ces messages avertissants au début des cours, par exemple, quand on va étudier... par exemple, la traite négrière, il faudrait faire un trigger attention, warning. on va parler de colonisation, attention, il va être question de viol dans ce cours, etc. etc. Donc, une espèce de et derrière, lui, ce qu'il explique très bien, c'est que ce qui est dangereux, c'est qu'il y a une médicalisation de la liberté d'expression en disant, finalement, c'est la fameuse expression « les mots tuent », l'idée que, finalement, les mots, la pensée pourrait faire souffrir psychiquement des élèves parce qu'ils traumatisés, parce qu'ils entendent des choses. Et alors là, il dit il y a vraiment une dérive, parce que non seulement c'est faux, mais en fait, lui-même dit qu'il a... Il fait une corrélation avec les dépressions. Voilà, lui-même dit qu'il est suivi par une thérapie pour des problèmes dépressifs, d'ailleurs. Il le dit lui-même, il dit, mais ça sert à rien de ne pas parler quand on a des problèmes. C'est
la plus mauvaise solution. Là. Non, mais la plus mauvaise solution quand on a été traumatisé, c'est de ne plus jamais reparler du trauma sous peine d'être. En fait, il dit que ça renforce les traumatismes au lieu de les évacuer, puisqu'on refuse d'en parler, ça devient tabou, etc. Et il dit que sur les campus américains, le taux d'envie de suicide a énormément augmenté, que les cellules psychologiques ont énormément augmenté. Donc ça crée un mal-être sur la santé mentale des étudiants qui est préoccupant, plutôt que justement leur donner des outils de résilience ou de manière de rebondir. On les encourage dans ce trauma et donc au-delà de ça, c'est aussi une perte de la liberté d'expression. Cécile René-Frégosine nous disait c'est déjà le cas en France. Vous avez aussi l'idée que ça peut arriver très vite et nous envahir. Parce qu'on est quand même dans des cultures assez différentes, mais c'est vrai qu'il y a il y a une espèce il y a des sujets, comme dans toute société, des sujets qui sont difficiles à aborder. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus une censure effectivement qui vient forcément, je pense, du haut, de corps institués, voilà, comme vous pouvez y avoir autrefois des autorités morales, de l'Église, du Parti communiste, de ceci, de cela. Il n'y a plus ces autorités morales-là. C'est le corps qui génère un peu ça, par peur de froisser et tout. En tout cas, moi, ce qui est certain, c'est qu'il faut apprendre à être offensé dans la vie. Parce que sinon, il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas de discussion. Si on supporte que des gens qui ont exactement les mêmes idées que vous, je ne vois pas comment la vie est tout simplement même possible. Parce que même dans la rue, ce n'est pas possible. L'exercice de l'esprit critique, c'est fondamental la vie intellectuelle confronter des idées. L'offense et la contradiction. Bien sûr. Et en fait, ce qui explique aussi Lukianoff et qui est intéressant, c'est le remplacement aussi de l'aspiration à l'universel qui était au cœur des humanités par une espèce de pensée tribale où chacun pense selon ses souffrances et selon son passé de victime. C'est-à-dire les femmes vont se penser en tant que victimes du patriarcal et les Noirs en tant que victimes de l'esclavage, etc., etc. Et chacun est dans sa petite case et finalement on aboutit à la perte de l'universel qui est quand même au fondement des humanités, notamment dans les études de lettres ou de philosophie, qui est quand même l'idée de sortir de son individualité pour aspirer à une condition humaine commune. Et ça, c'est à mon avis très dangereux. Alors, je ne fais pas de sexisme. Je vous donne la parole, Alexandre. Simplement, quelques réponses à notre question de Twitter. D'abord, la réponse elle-même globale. Craignez-vous une importation en France du politiquement correct venu des États-Unis ? Vous êtes 2/3 à le craindre, à dire oui. C'est une crainte. Citoyen payeur nous dit le politiquement correct est une invitation au mensonge. C'est intéressant comme idée d'ailleurs. On y reviendra. Nicole, ce politiquement correct devient insupportable. On vit maintenant, pardonnez-moi, j'ai un petit problème total. Voilà, on vit maintenant dans un monde où on ne peut plus rien dire. Blueberry Cake, c'est son surnom. Le politiquement correct vient du fait qu'on a fait passer les minorités au-dessus de la majorité dans l'ordre des priorités politiques. Maurice, ça fait des décennies qu'on vit ce politiquement correct, on y est habitué. Et Nicole, quand seules les minorités peuvent s'exprimer, où est la démocratie et la liberté d'expression qui est pourtant dans les droits de l'homme ? Alexandre, vous avez la parole. La minorité masculine va s'exprimer. J'ai failli me sentir discriminé. Non, c'est compliqué comme problème, parce que ça vient de loin. Le sentiment que ça donne comme ça, moi je ne suis pas un expert du sujet, donc je fais beaucoup de prudence là-dessus, mais le sentiment que ça donne, c'est qu'en fait, c'est un peu cette espèce de vengeance du faible. C'est-à-dire que quelque part, ces espèces de montée en pression de courants identitaires, communautaires, qui viennent à un moment donné faire irruption comme ça et qui au nom d'une problématique, d'une forme d'injustice, d'un ressenti, de quelque chose, et tout d'un coup, cette espèce de faiblesse devient une force contre un système, un moyen de pression. Et c'est vrai qu'avec en plus un langage utilisé qui est difficilement contestable par ceux qui voudraient dire « Attendez, il faut prendre de la distance, vous n'êtes pas raisonnable, enfin, soyons sérieux », c'est pratiquement impossible. Tout de suite, c'est réfuté en disant... Je prends un exemple sur tous les débats télévisés que j'ai pu faire où il y avait pas que des féministes comme vous, mais parfois certaines féministes un peu agressives, ou globalement en tant que mâle blanc, j'allais dire hétérosexuel, mais bon, c'est pas le sujet, mais je n'avais pas le droit de parler, quoi. Donc on est tout d'un coup enfermé dans un rôle avec une impossibilité à faire valoir un point de vue qui est au contraire très inclusif et très engagé, mais je suis pas audible, voilà. Donc cette espèce de dérive-là, c'est un peu le sentiment comme ça, il y a la vengeance du faible qui dit voilà, moi je suis dans ma catégorie et c'est pas grave, je suis pas représentatif et je vais y aller. Et ça, c'est un vrai sujet de fond qu'il faudra essayer de pouvoir aborder.
et ça a été très bien décrit il y a longtemps. Je pense par exemple au bouquin d'Alain Minck en 2003 qui parlait de la tyrannie. Alors c'était pas la tyrannie des susceptibles comme l'avait titré un grand hebdomadaire il y a quelques semaines, c'était la tyrannie des minorités. Il pointait également voilà, cette espèce de capacité de quelques-uns vraiment au nom d'une cause totalement exclusive et particulière à tout d'un coup faire influer les choses. Et ça c'est un sujet aujourd'hui qu'on ne sait pas appréhender, et c'est vrai que c'est la tyrannie du politiquement correct avec des débats qu'on ne peut pas ouvrir. On l'a vu, je finirai là-dessus, sur les problématiques d'immigration, d'islam. Il a fallu attendre que le sang coule beaucoup pour que tout d'un coup, on puisse dire des choses qui ne vous assimilent pas au Front National. Quoi. Et encore. Ça va un peu mieux, mais bon. Juste pour répondre, parce que ce que notre internaute qui dit, c'est une invitation au mensonge. Vous êtes d'accord, Génie ? Oui, c'est une invitation au mensonge, puisque le politiquement correct, c'est finalement de refuser de nommer les choses, parce qu'on estime que nommer les choses va conduire à une forme de... va avoir des répercussions terribles sur le réel. Et je pense qu'il y a... Là, on est vraiment... Le cœur du sujet, c'est de dire qu'il y a un continuum entre les violences verbales et les violences physiques qui s'en prennent aux individus. Et je crois que là, c'est le même sujet sur le féminisme, c'est-à-dire de dire que c'est la même chose, de dire une parole agressive, c'est la même chose qu'un acte. Je pense qu'il faut, et on a un problème de hiérarchie, en disant que non, la parole, ce n'est pas pareil que l'acte, et dire des choses ne mène pas forcément à des actions. Il y a une espèce de traumatisme comme ça, en disant, finalement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on met plein de limites à la liberté d'expression dans l'espace public, tout ça, en disant, finalement, il y a ce qu'on appelle l'incitation à la haine, par exemple, qui est très utilisée, en disant, voilà, dire les choses, ça va forcément conduire des gens à se conduire de façon agressive, etc. Moi, je crois que parfois, c'est complètement décorrélé. Il peut y avoir des gens extrêmement violents qui parlent extrêmement bien, et l'inverse, c'est possible aussi. Et je crois que ce continuum-là, entre toutes les violences, nous empêche d'appréhender véritablement le réel. Alors, pour revenir dans des choses un peu très concrètes, il y a un autre article qui était celui dans le Figaro Magazine le week-end dernier, ce livre qui a été écrit par une de nos consoeurs, Géraldine Smith, qui vit en Caroline du Nord et qui décrit un peu le papier titré « Quand l'Amérique devient folle ». Alors, par exemple, ces histoires, je crois que vous y faites aussi allusion, Génie, des recours contre les sparadraps, la couleur des sparadraps pour dire qu'ils ne sont pas adaptés à la couleur de peau. Est-ce qu'il faut en sourire ? Est-ce qu'il faut mais parce qu'en fait, on aboutit à un paradoxe qui est, comme il faut être soft, il ne faut pas faire de mal, en fait, on en arrive à des rapports extrêmement violents. On vous interdit très violemment, y compris physiquement parfois, on vous interdit de parler, d'aborder effectivement le réel, de dire les choses telles qu'elles sont objectivement. Là, Géraldine Smith cite une phrase. On a vraiment un paradoxe de cette douceur qui est prônée au nom de la protection des victimes, et en fait, on nous agresse, on nous empêche de parler. En fait. La phrase que cite Géraldine Smith, qui est, paraît-il, la phrase brandie tout de suite, c'est « Stop, you are making me uncomfortable ». Voilà, ça tout de suite. Mais moi, je pense que c'est très très grave parce que je pense que Trump est le résultat de ça. C'est-à-dire le Trump est la némésis comme le dit Finkielkraut très bien, est la némésis du politiquement correct aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est des gens qui en ont eu tellement ras-le-bol qu'on parle des toilettes non mises, des toilettes pour transsexuels, etc. Il en parlait beaucoup dans ses meetings d'ailleurs, Trump, le féminisme radical, tout ça. Et le résultat, c'est Trump, c'est-à-dire le contraire du politiquement correct, un type qui dit il y en a marre, moi je vais vous dire la vérité parce que les autres ne veulent pas le dire, je vais vous dire tout haut ce que les autres refusent de dire. Et quand on a trop de politiquement correct, on aboutit à Trump. Donc moi je dis attention, méfions-nous, parce que si on importe le politiquement correct des États-Unis, on va importer aussi son résultat et la vengeance du politiquement correct. Ce sera une espèce de Trump qui nous dira bah voilà, moi je vais dire la vérité et tout ça, qui s'embarrassera plus du tout de forme et de fioriture. Et moi je trouve ça très dangereux. On fait des fake news en fait. Voilà, et les fake news c'est le revers du politiquement correct. Absolument. Alors il y a un dernier Cécile. Pour le coup, non, moi ce que je dirais, c'est que j'ai l'impression que ça, comme je dis, c'est que ça morcelle énormément la société. C'est-à-dire que chacun est dans une case. Et même l'homme blanc, finalement, il vient dans une case. Enfin, il devient aussi victime, parce que aussi, ça va avec la victimisation qui est assez insupportable de tout le monde. Et oui, ça encourage le mensonge. Par exemple, sur l'histoire, vous devez le voir tout le temps, chaque minorité, ou les Noirs, ou les Arabes, etc., a son pan d'histoire. Et le but, c'est pas d'aller vers la justesse et l'analyse la plus pondérée, la plus honnête des faits. Non, c'est
c'est d'être victime, la plus victime possible. Donc tout est tronqué. Hein. Oui, je pense que c'est assez dramatique. Ça conforte chacun en fait, dans sa faiblesse. En fait. La faiblesse devient un projet. Or, ce n'est pas un projet. Il faut dépasser ces faiblesses. Alors, on en a tous. À un moment donné, il faut vivre avec les autres et quelque part, il faut être un peu plus fort. Il faut, quitte à se faire mal, et aller au-delà. Et je pense qu'on ne peut pas encourager ça. En tout cas, c'est une tendance de société qui, si elle s'installait chez nous, déjà qu'elle est un peu là, qu'on a du mal à avoir tous les débats, ce serait vraiment, à mon avis, préjudiciable pour les prochaines générations. Il y a un autre aspect qui est fort aussi. On a beaucoup de mal à le transmettre aux jeunes. Hein. Ils n'ont jamais entendu qu'il faut faire des exercices, il faut travailler et il faut prendre du plaisir. Le chouchoutage. Là, c'est le chouchoutage. Il ne faut pas les heurter. Pas les heurter. C'est terrible parce qu'on aboutit effectivement au résultat inverse. Des gens qui, je pense que la première adversité risque de s'écrouler. C'est ça le risque. Un paquet le 21e siècle ne fera pas de cadeau, donc autant être un peu préparé psychologiquement. Alors il y a un autre aspect, c'est celui aussi de la discrimination positive. Il y avait une tribune ce matin dans le Figaro sur le procès qui est fait toujours à Harvard, contre Harvard, par des étudiants américains d'origine asiatique qui disent tout ce qui est discrimination positive, quota dans les universités, en fait on est discriminé parce que compte tenu de nos résultats, on devrait avoir plus de chances et d'entrée dans les universités. Or, on est discriminé par rapport aux Américains d'origine hispanique ou noirs américains. On le voit à l'écran, même l'étude a été poussée assez loin puisqu'ils disent qu'ils ont 25% de chances d'être admis à Harvard, alors qu'à compétences égales, ils devraient en avoir 35% s'ils étaient blancs, 75% s'ils étaient hispaniques et 95% s'ils étaient noirs. Oui, ça renvoie d'ailleurs, ça me fait penser à une étude qu'avait fait le sociologue Gérald Bronner sur la différence, à quel point les discours pouvaient influencer, selon les milieux, les enfants d'immigrés. Par exemple, il disait qu'en effet, les enfants issus des communautés asiatiques réussissaient beaucoup mieux à l'école que les enfants issus de communautés, par exemple, arabo-musulmanes. Il disait parce qu'il y avait un discours justement victimaire dans certaines communautés qui encourageait certains enfants à finalement à ne pas travailler parce qu'ils disaient que l'État nous déteste, il y a un racisme d'État, la société ne veut pas de nous, donc on n'était pas encouragé, tandis que dans par exemple, la communauté asiatique, il y avait un discours beaucoup plus sur l'effort, sur l'idée de réussite, le mérite. Et donc il disait, voilà, en fait, c'est aussi une question de discours, c'est-à-dire à milieux sociaux équivalents, même avec le même problème de déracinement, d'immigration, etc. Certains ils réussissent mieux que d'autres parce qu'il y a un discours qui les porte vers la réussite, alors qu'il y a un autre discours qui les entretient dans la victimisation. Et il disait, voilà, il faut faire attention, du coup. Pour clore le débat, aucune vertu finalement à trouver à cette politique qui est de longue date maintenant aux États-Unis, de discrimination positive. Mais la discrimination positive, pour les femmes, par exemple, moi je me souviens tous les débats autour des quotas dans le Parti socialiste. C'est vrai, c'est complexe parce que si à un moment donné vous ne mettez pas de quotas, vous n'avez pas de femmes du tout, rien ne se passe. Mais ça doit être des mesures transitoires. Il ne faut effectivement pas que ça devienne un principe comme la parité. Pour moi, la parité, c'est absurde. Parce qu'à certains moments, pourquoi pas mettre un quota de 75% même de femmes? Allez, hop, pendant 3 ans, on va mettre 75% pour rééquilibrer. Mais après, on s'arrête. Mais il ne faut pas essentialiser justement ça. C'est une mesure technique qu'on peut utiliser. Pourquoi pas, mais de façon très transitoire. Mais pour les hommes et les femmes, par exemple. Mais alors, si on rentre dans les problèmes par exemple, ethniques, les conseils alors là, moi, à mon avis, je serais beaucoup plus prudente. J'entendais ce matin que la loi qui date maintenant d'une dizaine d'années, me semble-t-il, qui institue, c'est quoi, 40% de femmes dans les conseils d'administration. Eh ben, on est un pays où, alors pour le coup, on a décollé et on est bien au-dessus. Sur les conseils d'administration des grandes entreprises. On va aller vite sur ce sujet parce qu'il faut qu'on traite des péages. On respecte la loi. Donc s'il n'y avait pas de loi, on n'aurait pas respecté, c'est très bien, on est les meilleurs. On a dit à un moment, il faut 40%. On est les meilleurs en Europe. Le problème, c'est qu'il y a encore un très grand décalage par rapport au COMEX ou au comité de direction et que le législateur a le sentiment qu'il va peut-être falloir s'en occuper. Ce qui, pour le coup, serait catastrophique parce qu'un conseil d'administration, c'est une chose et un comité de formé par des gens qui sont... Il se passe des choses sérieuses et là, attention. Non. C'est l'expérience opérationnelle qui compte. Et là, vous n'allez pas la fabriquer, on ne va pas la forcer. On a vu dans la fonction publique ce que ça voulait dire parfois de faire monter trop vite un certain nombre de gens pour occuper des postes en tant que femmes. Il y a eu quelques catastrophes, donc, y compris dans la haute entreprise française avec parfois certains postes tenus par des femmes qui n'ont pas été pas bien préparées. De toute façon, il y a Je pense au nucléaire, par exemple. À tout, on avait compris. Parce que... Allez, on passe au péage urbain.
même si tout ça est passionnant. Alors, faudra-t-il bientôt payer pour circuler en voiture dans les centres des grandes villes? C'est prévu par le projet de loi d'orientation sur les mobilités, c'est son nom. Les villes de plus de 100 000 habitants pourront faire payer l'accès à leur centre-ville. C'est une information qui a été donnée par le site Contexte ce matin et qui a été confirmée par le ministre François de Rugy. Alors évidemment, c'est la lutte contre l'engorgement et la pollution qui est mise en avant. Est-ce pour autant une bonne idée? Les maires concernés ne semblent pas se précipiter. On va écouter d'abord le premier adjoint d'Anne Hidalgo. Il était ce matin l'invité du talk du Figaro avec Yves Tréhard. C'est Emmanuel Grégoire. On comprend ce dont il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il nous montre, ces péages urbains à Londres ou à Singapour, pour prendre les deux exemples les plus célèbres? C'est qu'ils rapportent beaucoup d'argent, qu'ils sont extrêmement discriminants et qu'à long terme, ils ne règlent pas le problème environnemental. C'est-à-dire qu'on assiste à une décrue de la voiture au début de la mise en place et puis petit à petit. Et donc à la fin, il y a toujours autant de circulation et on a profondément grévé le pouvoir d'achat des particuliers. Bonne idée ou pas, Alexandre Malgré? Moi, j'aurais tendance à dire, si c'est uniquement une idée comme ça qui sort du chapeau, il faut reprendre la phrase d'Emmanuel Macron, il faut arrêter d'emmerder, pour le coup, les automobilistes ou les Français. Ça, c'est clair. Après, le problème du trafic dans les villes, il est considérable, mais c'est plus généralement le problème de la ville. Donc, il faut, à un moment donné, essayer d'avoir une vision sur ces sujets qui n'est pas une vision gadget, en disant on a une réponse, comme ça, c'est bien, une bonne idée, comme la gratuité des métros, très bien, c'est peut-être une bonne idée en soi. Je suis même plutôt favorable à la gratuité des transports en commun, mais il faut repenser les choses dans leur globalité. Il y a à un moment donné, comment on remet l'homme dans sa ville. Voilà. Quelle ville voulons-nous? Comment est-ce qu'on se met sur un schéma moyen-long terme? Comment est-ce qu'on organise? Et on peut vous répondre, oui, mais la pollution, elle est là tous les jours. Et est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures immédiates? Parce que les grands chantiers... J'allais dire oui, mais non, d'abord, parce que je pense que ce qui a été dit ce matin par l'adjoint au maire de la ville de Paris est sûrement fondé, parce qu'il ne dit pas ça par hasard. On sait que Londres, au début, ça marche, et puis après, oui, il ne faut pas faire n'importe quoi, d'une part. Puis deuxièmement, il ne faut pas faire des mesures qui ne vont pas régler le problème de fond. Il faut penser les aménagements généraux en amont des grandes villes pour pouvoir stocker les voitures. Il faut repenser les transports urbains, parce que, pardon, à Paris, ils ne sont pas humains. C'est pas sympa de transporter les Parisiens dans ces conditions-là. Il faut redonner du nombre, de la fiabilité, du confort. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez commencer à mettre des systèmes un peu coercitifs parce qu'il y a des alternatives. Voilà. Et là, on met du coercitif, on met du punitif, et puis après, on dit bon, on verra plus tard pour la réflexion intelligente. Essayons une fois, mais c'est des grands sujets. Il faut que les politiques se mettent autour de la table. En Ile-de-France, ça veut dire au moins 4 ou 5 structures administratives et politiques. Donc c'est très compliqué, mais sinon, on continuera à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire n'importe quoi. Il y a la question sociale aussi, c'est-à-dire que c'est quand même une réforme pensée par des urbains, pour des urbains, on a l'impression, parce que les gens qui réfléchissent dans les ministères, ce sont des gens qui se font livrer leurs courses par chauffeur Uber, Deliveroo, ou par Deliveroo, et qui se déplacent uniquement en VTC ou en trottinette électrique. Je veux bien, ils ne sont pas concernés par les millions de Français qui généralement sont des classes sociales plus inférieures, qui prennent la voiture et qui utilisent la voiture. La voiture est devenue quelque chose pour les pauvres. C'était avant l'inverse, c'était une marque de richesse. Aujourd'hui, c'est une marque plutôt de pauvreté. Quand on est riche, on n'a plus de voiture parce qu'on habite dans une grande métropole et qu'on se déplace avec des outils privés. Mais voilà, et je pense que donc il faut absolument qu'il y ait une alternative. Et si c'est pour créer davantage de fractures entre la métropole et la banlieue, c'est pas une bonne chose. Et je trouve qu'il y aurait d'autres choses prioritaires, notamment à Paris, par exemple, supprimer les autocars touristiques qui polluent énormément, qui font du trafic énorme, comme ça a été fait d'ailleurs dans d'autres villes. D'autres exemples, Rome par exemple, où ils ont supprimé on les met en périphérie. Voilà, on les met en périphérie et les touristes prennent le métro comme tout le monde ou marchent, ça leur fait du bien aussi. Mais je trouve que c'est hallucinant qu'on ne prenne pas, on ne s'attaque pas par exemple aux autocars et on s'attaque d'abord aux voitures des gens qui vont travailler. Les voitures dans Paris, Cécile. Oui, non. Alors le sujet, il n'est pas que dans Paris, parce que la façon de dire, c'est que le seuil est vraiment bas. Il est 100 000 habitants. Il est 100 000 habitants, donc on est très loin de Paris. On n'est même pas dans les métropoles. On est bas en fait. Il y a au moins une centaine de villes. Vous avez raison de le rappeler. Donc le sujet, il n'est pas parisien en fait. Puis à Paris, ils n'en veulent pas. Donc de toute façon, ça ne se produira pas. Mais finalement, il y a quoi? Il y a Grenoble qui a suivi sur les zones d'émission. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les zones à faible émission. En tout cas, c'est gérable uniquement effectivement s'il y a une offre suffisante de transport en commun, ce qui n'est pas du tout le cas pour plein de villes de 100 000 ou 500 000 habitants. Donc ça devient assez problématique. L'usage de la voiture, c'est pas un luxe. Les gens ne prennent pas leur voiture pour aller travailler. C'est un luxe, vu ce que ça coûte, c'est un luxe. Oui, non, mais c'est pas par plaisir. Si effectivement il n'y a pas de moyens de transport alternatifs et si on ne gère pas autrement, effectivement, la relation
des territoires entre l'habitat et les lieux de travail. Enfin, c'est vrai que c'est de la folie. Et puis c'est un cercle vicieux. Tant qu'il n'y a pas de transport en commun, on prend la voiture. Tant qu'on prend la voiture, on ne développe pas les transports en commun. Donc, bon, c'est vrai que c'est un problème global. C'est extrêmement complexe. Il ne suffit pas de dire, bon, ben, on va faire payer et puis ça va être résolu. Certainement pas. Effectivement, c'est injuste et probablement inefficace. Eh bien, voilà le péage urbain enterré. En tout cas, par point de vue, je vous donne juste quelques réactions. Alors, vous êtes Sich, par exemple. On supprime les services à la campagne, on pousse les gens à s'entasser en ville et après, on taxe ceux qui prennent leur voiture. Pourquoi ne pas arrêter de tout centraliser dans les villes et de remettre des transports en commun à la campagne, dit encore Sich. Blueberry Cake, toujours. Et si on repensait l'aménagement du territoire des petites villes moyennes qui meurent? Et enfin, Nicole, j'habite à 20 minutes de Nice, mais je n'ai pas de transport en commun. Pourtant, ce n'est plus le rural. Comment fait-on? Oui, ben voilà. Oui, c'est typique. Oui. Voilà la question qui reste ouverte. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous de nous avoir suivis. Et vous avez rendez-vous demain pour un nouveau point de vue.